Bon, mesdames et messieurs, bonjour. La conférence que nous allons maintenant vous présenter est multivoix. Nous sommes aujourd'hui 6 associations nationales qui nous sommes répartis en quelque sorte un certain nombre de volets dans l'approche du patrimoine au niveau européen. Et donc je pense que ce sera intéressant pour vous d'avoir ce kaléidoscope qui couvre quand même des problématiques assez différentes. Alors, le principe de notre organisation, c'est que chacun puisse faire sa présentation. Il y a une dizaine de minutes par intervenant. Et à la suite de ces interventions, un débat sera largement ouvert pour pouvoir échanger et vous donner toutes les précisions que vous souhaiterez éventuellement avoir. Donc celui qui va attaquer le premier, c'est Jean Lamberty, qui donc s'apprête derrière le pupitre. Je ne sais pas s'ils sont, ils sont en duo normalement. Donc c'est la demeure historique, c'est le président de la demeure historique, et il doit être accompagné d'Irina, je ne sais pas comment on prononce, Gica, Boulin-Gica. Boulin-Gica, qui est propriétaire d'un château de Gergani, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, en Roumanie, ou c'est peut-être Gergani. Voilà, et donc le thème numéro 1, c'est la transmission des monuments historiques privés en Europe. Ensuite, Olivier Laurent, qui préside la sauvegarde de l'art français, nous entretiendra d'un sujet qui est l'entretien des bâtiments. Entretenir ou restaurer, c'est l'exemple allemand du Monumentenwart. Ensuite, donc Jean Hernandez, qui donc représente les maisons paysannes de France, nous fera découvrir le patrimoine rural et les politiques territoriales en Suisse. Et ceci avec une approche comparative avec la France. Ensuite, donc, Alain de la Bretèche, qui préside Patrimoine Environnement, lui fera des commentaires sur les idées sur l'urbanisme mises en application par le prince de Galles. My God. Ensuite, nous irons du côté de chez Rempart, où Marie-Georges Pagel-Brousse, qui vient de prendre la présidence de Rempart, et Olivier Lenoir, son délégué, parleront de la mission patrimoine au moment de l'année européenne du patrimoine. Et je fermerai le banc, en quelque sorte, avec Sophie Queuille, qui est responsable de l'inventaire général du patrimoine au ministère de la Culture, pour comparer dans ce domaine ce qui se passe en France, en Angleterre et en Allemagne, avec quelques petites conclusions qu'on devra tirer ensemble. Voilà, donc Jean, à toi de démarrer. Bon, alors, ben voilà, ça c'est une bonne coordination. Voilà, Irina. Voilà, Irina, madame, bonjour. Boulin-Gica. Bienvenue. Irina, mets-toi peut-être là. Donc, comme vous l'a dit Philippe, moi je vais faire traiter de la partie rébarbative, et Irina vous parlera de la partie plus réjouissante, avec un regard très courageux sur ce qu'elle fait en Roumanie. Donc en général, on parle souvent des pays, j'allais dire, de l'Europe initiale, mais moins de la nouvelle Europe et notamment de ces pays dits de l'Est. Transmission des monuments historiques privés en Europe en 10 minutes, c'est évidemment court, et je vais avoir un biais sur la France, mais pour vous dire un peu ce qui a été fait ces dernières années. Ce que nous constatons aujourd'hui, tout ça, ce ne sont pas des scoops. Hein. Si vous êtes dans le monde du patrimoine, vous connaissez ça par cœur. Nombre croissant de monuments en vente ou sans repreneur, peu de projets économiquement viables, une enveloppe budgétaire publique qui décroît, des normes qui croissent et qui polluent terriblement la vie des porteurs de projets, et évidemment en périphérie, un environnement et des paysages menacés. La dernière loi Elan en est le dernier avatar, si l'on peut dire. Alors qu'est-ce que nous observons quand même, parce que après ce diagnostic un peu pessimiste, on observe quand même un certain nombre, la nature ayant horreur du vide, d'évolutions. La première, on voit apparaître très clairement dans les monuments privés, dans les monuments publics c'est déjà le cas depuis longtemps, mais un peu plus maintenant dans les monuments privés, la distinction entre la fonction de gestionnaire et de celle de propriétaire du monument. Ça, c'est une tendance très nette dans les réflexions et dans les mises en œuvre de schémas. Deuxièmement, c'est que dans les transmissions classiques, il y a souvent absence de repreneur, je l'ai déjà dit, et du coup, on voit fleurir des traductions, des évolutions juridiques qui sont liées à ces deux phénomènes.
D'abord, l'apparition de gestionnaires professionnels qui vont gérer un monument privé dans le cadre d'un mandat ou d'un bail commercial ou tout autre schéma. Une mobilisation du schéma du bail amphithéotique, j'y reviendrai plus tard, puisque c'est une évolution récente importante c'est un schéma qui a connu, un cadre qui a connu une évolution fiscale importante ces 2 dernières années. La donation d'un monument à un tiers extérieur à la famille dans le cadre de l'article 795A du Code général des impôts, et l'utilisation de structures à but non lucratif avec l'exemple de la Fondation Abrité, j'y reviendrai également. Donc, à partir de ce paysage un peu juridique, on va regarder un peu les choses au travers de 3 pays évidemment bien connus européens. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte juridique et fiscal France, Angleterre, Allemagne de droit commun? Eh bien, la France est bien connue pour sa réserve héréditaire et sa protection des ayants droit, des héritiers, de façon égalitaire, qui pose clairement un problème au niveau de la transmission des monuments historiques. Au niveau fiscal, vous connaissez la situation, des taux élevés et un abattement limité à 100 000 euros, tout ça c'est le droit commun. En Angleterre, on a la capacité de se soustraire, on transmet le patrimoine exactement comme on le souhaite. L'abattement du droit commun est plus élevé, mais le taux est immédiatement à 40% ensuite. Et en Allemagne, il y a une réserve héréditaire, mais moins importante qu'en France en cas de testament, et un abattement un peu plus élevé. Donc finalement, on voit bien que dans ces 3 pays, nous avons grosso modo, en droit commun, à peu près les mêmes sujets de difficulté, sauf peut-être la Grande-Bretagne, bien connue pour sa capacité à transmettre des morceaux entiers de patrimoine. Alors, au niveau français, on peut dire qu'il y a une séquence chronologique assez claire ces dernières années, avec 4 temps forts que je vais passer en revue successivement. La séquence 1988, 94, 2003, c'est l'article 795A du Code général des impôts qui a évolué successivement et en particulier sous l'impulsion de l'association que j'ai l'honneur de présider et qui a un volet très fiscal au départ et qui aujourd'hui, qui reste fiscal mais qui offre de nouvelles opportunités malgré les grandes difficultés qui s'y rattachent. Deuxième grande étape, c'est 2006, c'est la réforme du Code civil avec la création de la notion de valeur transmission au sein du Code du patrimoine. 2016, c'est l'évolution du bail amphithéotique. Et 2018, nous avons créé une fondation abritante qui commence à travailler sur 2 projets dont je parlerai tout à l'heure sans pouvoir les nommer à ce stade. Alors, l'article 795A, certains journaux en disent beaucoup de choses, on voit beaucoup de bêtises. Premièrement, il y a 3 idées fausses à combattre. L'exonération n'est en aucun cas automatique, c'est une exonération de droit de succession. La convention qui doit être signée avec l'État n'est pas du tout toujours acceptée et l'obligation de conservation, contrairement à ce que certains papiers dits spécialistes écrivent, n'est pas limitée à 15 ans. L'autre élément, c'est qu'il faut avoir en tête qu'en cas de rupture de cette convention, même s'il n'y a pas d'intérêt de retard, l'assiette des droits qui seront à payer est le plus haut, le plus élevé de la valeur au jour de la transmission ou au jour de la rupture. Donc c'est un dispositif extrêmement contraignant dont vous voyez les règles rappelées ici. Les 2 contreparties les plus lourdes qui sont à prendre en compte au niveau des héritiers, c'est que l'ouverture au public de 60 jours, 6 heures par semaine, et l'impossibilité de transmettre cette vente, le bâtiment à titre onéreux, sauf à casser la convention qui déclenche donc le paiement des droits. Aujourd'hui, nous avons, c'est très limité, 180 conventions de ce type en France. Deuxième élément, c'est la question civile. Et donc, nous avons pu, après un long travail entre 2003 et 2006, faire évoluer cela en créant une notion qui n'est pas reportée ainsi dans les textes, qui est la notion de valeur de transmission, et qui permet, moyennant une clause d'inaliénabilité consentie, de transmettre un monument historique en prenant en compte les charges futures au niveau civil. Ce qui fait que c'est un bon moyen, vous avez cet exemple un peu simpliste, si sur un patrimoine, c'était un peu exagéré, les chiffres sont un peu forts, d'1 million, si le monument historique représente 750 000 euros, là aussi, ce n'est pas forcément un chiffre à retenir, avec les 3/4 du patrimoine du propriétaire. S'il y a 250 000 euros de charges à venir
qui peuvent être déduites, donc sur 10 ans d'engagement d'inaliénabilité, vous abattez la valeur à 500 000 et à ce moment-là, vous trouvez si le défunt, ou le donateur a 2 enfants, et donc grâce au jeu de la réserve, la quantité disponible, le monument peut être donné à l'un des héritiers, sans déroger aux règles de droit civil français. Alors, il faut préciser que malheureusement, aujourd'hui, ce dispositif n'a pas de conséquences fiscales, puisque ça fait partie des engagements qui avaient été pris à cette occasion. C'est-à-dire qu'en l'espèce, le civil ne tient pas le fiscal en l'état. Évolution récente et qui ouvre des perspectives nouvelles, notamment de transmission temporaire à l'intérieur ou à l'extérieur d'une famille, c'est le bail amphithéotique qui, depuis la loi de finances 2007, donc depuis le 1er janvier 2017, permet aux preneurs à l'amphithéâtre de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est un outil, en 10 minutes c'est un peu compliqué d'en parler, mais qui permet clairement de transmettre, de sauter une génération, de transmettre au sein d'une famille, comme je disais, à l'un des ayants droit sans prendre d'option pour la suite de façon définitive. Je vais passer brièvement sur cet élément. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en matière de transmission, le monde, la réflexion économique a changé. C'est-à-dire qu'on est parti d'un schéma assez classique, qui est un peu la tarte à la crème, en disant un monument se finance avec les ressources propres du propriétaire, des subventions de l'État et des subventions des collectivités. Et aujourd'hui, on voit bien que la réflexion, y compris dans les transmissions intrafamiliales, moi je suis frappé de voir qu'on a une démarche quasi entrepreneuriale, c'est-à-dire que les porteurs de projets au sein d'une famille présentent un projet, le regardent comme l'analyse comme des start-upers et regardent si économiquement c'est pertinent de reprendre le monument. Donc ça, c'est une évolution tout à fait significative chez les cadras quinquas qui, peut-être parfois avant, mais c'est plutôt dans cette génération-là. Donc ils vont commencer par regarder les activités économiques possibles du monument, ils vont regarder la capacité à générer des soutiens de type privé, mécénat ou pas, et ensuite seulement ils mettront des fonds propres, ils réfléchiront à la mise en place, à l'investissement de leurs fonds propres. C'est très intéressant dans l'évolution de la mentalité des générations qui viennent. Ça, c'est mécénat. Alors, dernier élément que j'évoquais tout à l'heure, c'est intéressant également, nous avons créé une fondation abritante qui a reçu son décret de reconnaissance d'utilité publique en avril dernier et qui permet de monter des projets de fondation abritée dédiés aux monuments historiques classés ou inscrits, publics ou privés. Cette fondation s'appelle la Fondation pour les monuments historiques, ce n'est pas très original, mais qui signifie bien ce à quoi elle correspond. Alors, elle a 4 axes de développement. Je vais en parler surtout d'un qui... C'est fini. Bon, d'accord. Alors, je termine. Donc, le point clé, c'est de permettre d'abriter des fondations. Vous avez 2 cas intéressants là, qui sont en cours d'étude. On va parler du premier. C'est un monsieur qui a un neveu, qui a du patrimoine, qui a toute sa vie, c'est son monument, sauf que s'il donne ce monument à ce neveu en l'état, c'est 60% de droits qui passent à la casserole, et donc le projet s'achève, puisqu'il n'y a plus la capacité, puisqu'il y a le patrimoine qui va autour, et donc l'idée, c'est qu'il va apporter le patrimoine autour du monument et de ce qui lui permet de vivre de façon extérieure au monument à une fondation abritée par la Fondation pour les monuments historiques, avec une gestion familiale pérennisée au travers d'un bail amphithéotique éventuellement renouvelable. Donc c'est un peu rapide, on est dans des schémas juridiques, mais là on va rêver un peu avec Irina, qui avec un courage absolument considérable reprend non pas un monument, a repris non pas un, mais 2 monuments en Roumanie. Irina, tu veux venir ici ou tu restes là et je fais le passage de photos? Tu restes là. Je prends le micro. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes très familier des développements constituant les 30 dernières années en Europe de l'Est, à partir du moment où la chute du communisme a été actée, sur les
8 pays de l'époque, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi la scission de la Tchécoslovaquie, donc maintenant il y a la République tchèque et la Slovaquie. Il n'y a pas beaucoup d'entre eux qui ont accepté de restituer les propriétés confisquées par le communisme à leurs anciens propriétaires. La Roumanie en fait partie, ainsi que la République tchèque. Si la République tchèque est un pays quand même beaucoup plus petit, la Roumanie a quand même un territoire qui est la moitié de la France, une population qui n'est malheureusement que le tiers de la France, mais quand même ça compte parmi les 6 premiers pays du point de vue démographique dans l'Union européenne. Donc les monuments sont aussi assez nombreux, mais malheureusement, malgré la loi qui a été prise en 1996, donc pas tout de suite après la chute du communisme, il a fallu d'abord qu'il y ait une première alternance gouvernementale, parce que les premiers gouvernements étaient issus des rangs des membres du Parti communiste. Bref, en 1996, un premier gouvernement de centre-droite prend cette loi qui d'abord a été dans un délai extrêmement bref. Les anciens propriétaires avaient le droit de se prononcer pendant 6 mois pour signaler leur désir de reprendre les propriétés. Et comme 80% des anciens propriétaires étaient déjà partis de Roumanie et avaient quitté au fil des années ce régime, le temps qu'on, et j'en étais bien entendu, le temps qu'on prenne connaissance de cette loi et des délais qui en étaient, qui étaient fixés, les délais étaient caducs. Donc ça a été une première tentative pratiquement avorté, et il s'agissait de pouvoir réclamer des maisons et 50 hectares de terres arables et 10 hectares de forêt. Il y a eu beaucoup de pression de l'Union européenne qui n'était pas encore la puissance reconnue, puisque l'Union européenne n'avait pas encore admis ces ex-pays communistes parmi ses membres. Mais enfin, il y avait des discussions, il y avait quand même le Conseil de l'Europe où ces gens-là avaient été admis et où déjà c'était une antichambre de l'Union européenne. Et finalement, cette loi en Roumanie, je parle du cas roumain que je connais le mieux, en Roumanie, parce qu'il faut dire aussi que la Hongrie, la Pologne n'ont pas du tout donné n'ont pas du tout adopté ce genre de loi, et les propriétés n'ont pas été rendues. On peut éventuellement les racheter, mais c'est tout. Donc revenons à la Roumanie. La loi a été un petit peu élargie, c'est-à-dire que nous avons eu à peu près 1 an pour réclamer les maisons et les terres. Mais surtout, en 2005, il y a eu une loi qui disait que les forêts allaient être restituées en in extenso. Donc, parce que, comme je vous disais, pour la terre arable, ça n'a pas changé, et au jour d'aujourd'hui, ça reste comme ça. On ne peut récupérer que 50 hectares de terre arable. Et donc, il a été question aussi de récupérer des monuments historiques, mais là, le problème se posait beaucoup plus difficilement, parce que dès qu'il y avait des maisons intéressantes, des monuments historiques bien placés, ils essayaient, le régime en place et les collectivités locales, les maires, essayaient par tous les moyens de vous empêcher finalement de vous mettre en possession de ces anciennes propriétés familiales. Et donc, personnellement, j'avais du côté de mon père, directement, j'avais hérité d'un manoir qui appartenait à la famille Guica, qui est quand même
une famille qui a régné en Roumanie, qui a donné 10 voïvodes dans les deux provinces, la Moldavie et la Valachie. Et je ne pouvais pas accepter de laisser ce monument dans l'état où je l'ai trouvé quand je l'ai visité pour la première fois en 1995, où c'était vraiment une ruine. Il avait été confisqué en 1949 par la loi de nationalisation des propriétés en 1949 et avait été au départ un dépôt de céréales, et ensuite il a été constitué en hôpital pour enfants, qui a été abandonné à partir des années 90, puisque, comme vous savez, la tragédie des enfants des orphelinats en Roumanie, c'était la conséquence d'un décret qu'avait pris Ceausescu dans les années 60, qui empêchait toute femme en état de procréer d'avoir accès à quelques moyens contraceptifs que ce soit, y compris préservatifs et autres, tant qu'elle n'avait pas eu 4 enfants et après 5. Et donc, les mamans de la campagne et de partout, évidemment, n'avaient pas de quoi nourrir ces enfants. Et c'est pour ça que l'orphelinat avait fait la une des journaux quand ça a été découvert à la chute du communisme. Mais comme cette situation n'existait plus, les enfants... pardon. Oui, l'hôpital était parti, et c'est à ce moment-là que tout a été le plus dégradé, et c'était le parc a été traversé par tous les villageois pour prendre le train à la gare, etc. Et malgré cette situation, pendant 15 ans, le maire a été... tous les maires successifs ont absolument refusé de me rendre cette propriété de façon verbale, parce qu'ils ne voulaient pas écrire, puisqu'il n'y avait aucune raison pour me refuser cette restitution. Mais ils ont pris différents prétextes, et le premier, ça a été que c'était un monument historique. Si Jean peut vous montrer la photo, vous allez voir de quoi avait l'air ce monument historique. Je ne sais pas si moi je ne le vois pas, l'écran, donc je ne sais pas. Ouais. Voilà, et c'était une ruine. N'oublions pas que le premier étage du manoir s'était effondré au tremblement de terre de 1940. Et que pendant la guerre, donc, et que mes grands-parents comptaient le réparer à la fin de la guerre, mais évidemment, la fin de la guerre, voilà. Il faut conclure, madame, je suis navré. D'accord. On voudrait vous entendre pendant encore une heure, mais je me Bon. fais tondre par mes... Voilà, non, mais c'est... oui, bah, comme je disais à Jean, je pourrais écrire des romans là-dessus, donc évidemment, je vais abréger. Et l'état de la situation aujourd'hui, c'est que 15 ans plus tard, on me l'a enfin rendu, mais le parc qui faisait 40 hectares n'en faisait plus que 16 au moment où j'ai été mise en possession. Et à ce moment-là, le maire a encore demandé à ce qu'on lui donne 4 hectares, et donc il n'en reste plus que 12. Mais c'est déjà pas mal. Et le parc va être restauré dans un deuxième temps. En ce moment, je restaure le manoir. J'ai commencé par la chapelle, car la chapelle était pratiquement effondrée, puisque la première chose qu'on avait faite, c'était de voler la coupole en cuivre de la coupole, et il avait plu pendant 15 ans dedans. Il y a des arbres qui sont sortis par les murs, les fresques qui ont été endommagées, et donc on a commencé par la chapelle, on continue avec le manoir, et on finira par le parc, en espérant qu'il y aura des mécènes, parce que les collectivités locales, l'État ne n'aide en rien les propriétaires. C'est une espèce de revanche, en disant, voilà, vous l'avez demandé, ben, le voilà, maintenant débrouillez-vous. Et on est tout seul. Moi, j'ai heureusement hérité de quelques forêts, donc j'ai pu vendre ces forêts pour restaurer cette maison. Et il y en a une autre qui appartient à la famille Cantacuzène, qui est encore plus délabrée, mais qui est beaucoup plus grandiose. Donc on l'appelait... on la voit. On l'appelait le petit Trianon. Voilà, merci Irina. Vous pouvez lire le témoignage très passionnant et émouvant d'Irina dans notre dernière revue que vous trouverez sur le stand à l'entrée. Voilà.
prochaine, en flamand, s'il vous plaît. Je vous promets de ne pas faire d'efforts et de ne pas vous parler flamand. Non, je voudrais vous parler d'un projet que la Fondation pour la sauvegarde de l'art français a mené cette année en faveur de la préservation du patrimoine. La sauvegarde de l'art français est une jeune fondation, mais une vieille association qui, depuis 100 ans, s'intéresse à la conservation des monuments, mais en particulier depuis 50 ans, en priorité la conservation des monuments religieux. Alors c'est un problème que nous avons dans toute l'Europe et qui s'oppose de la même façon dans tous les pays, avec une différence, c'est que les propriétaires ne sont pas les mêmes dans chaque pays. En France, notre patrimoine religieux appartient en quasi-totalité à l'État pour quelques cathédrales et aux communes pour toutes les petites églises et chapelles, à de rares exceptions près. Bon, donc le problème de la conservation du patrimoine religieux en France est un problème communal et rural. Dans le cadre européen, pour réfléchir à des solutions communes pour des problèmes, enfin à des solutions qui peuvent être différentes pour chacun, mais à des problèmes communs, nous avons fondé avec un ami à moi, Michael Hoare, qui est anglais, qui a épousé une femme française, donc qui vit la moitié de son temps en France, une association européenne qui s'appelle Future for Religious Heritage, comme son nom l'indique, qui se préoccupe de l'avenir de nos églises et de nos chapelles. Et dans ce cadre-là, nous avons pris connaissance de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et donc, quand nous avons voulu nous préoccuper du problème de la prévention, eh bien, nous nous sommes retournés vers ce qui se fait ailleurs. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du problème de la prévention? Eh bien, en France, on ne se soucie pas, pratiquement jamais, de l'entretien. On le comprend assez bien. Imaginez une église rurale, les architectes préfèrent se déranger pour reconstruire l'église plutôt que pour remettre une tuile sur le sommet du toit. Le maire n'a pas envie de dépenser des fortunes considérables quand une ardoise tombe pour mettre l'échafaudage qui serait nécessaire. Enfin, il y a mille et une raisons qui fait qu'on est trop content de laisser ça aux successeurs. Et j'oublie les hommes politiques, ou les femmes politiques d'eux-mêmes d'ailleurs, qui préfèrent de loin inaugurer une énorme construction que de ne pas se déplacer pour des problèmes d'entretien. Donc les problèmes d'entretien n'intéressant personne, nos bâtiments sont très rarement entretenus. Ils ne le sont même pratiquement jamais. Alors que quelquefois, des interventions très simples, comme celle de nettoyer un chéneau, pourraient prévenir beaucoup d'ennuis. Alors, ce problème préoccupe tout le monde depuis très longtemps. Quelques essais ont été faits au cours des années qui n'ont jamais abouti. J'espère que celui que nous sommes en train de faire aura plus de chance pour l'avenir. Il s'agit d'une expérience que nous avons tentée dans le département des Yvelines, parce que nous y connaissons beaucoup de monde, parce que l'occasion s'est trouvée d'un responsable local que ça intéressait, et alors nous avons regardé ce que nous pourrions faire. Alors l'idée a été de préparer un carnet d'entretien pour les édifices, que les municipalités puissent s'inscrire dans ce programme, avec une visite annuelle d'ingénieurs ou d'architectes pour voir quels sont les travaux qu'il y aurait à faire, avec des moyens mutualisés d'intervention qui permettent des interventions peu coûteuses et de l'argent mis sur la table par le département des Yvelines. Alors tout cela s'est traduit par deux choses. Premièrement, l'établissement du carnet d'entretien, auquel nous avons collaboré grâce à un architecte conseil et ami qui malheureusement nous a quittés cet été, Pierre-André Lablaude, qui était bien connu dans les Yvelines, puisqu'il était l'architecte, entre autres, des Jardins de Versailles, et qui nous a aidé à mettre au point le carnet d'entretien. Et nous nous sommes retournés à ce moment-là vers nos amis flamands,
qui depuis 11 ans ont mis au point un système qui fonctionne très bien. Alors le professeur Versport, j'espère que je prononce convenablement, a eu la gentillesse de venir travailler avec nous sur la mise au point du carnet d'entretien. Voilà. Alors aujourd'hui, ça a donné lieu à une convention qui a été signée entre le département des Yvelines et nous-mêmes, parce que nous serions chargés de compléter les sommes nécessaires en faisant appel à du mécénat. Voilà. C'est un peu notre métier, donc nous sommes commis, si j'ose dire, au mécénat. Nous nous heurtons, et nous allons nous heurter maintenant que nous voulons étendre le dispositif, à beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est que tout le monde nous dit c'est impossible. Ce à quoi je réponds, c'est certainement impossible, mais c'est nécessaire. Car si nous n'entretenons pas nos bâtiments, nous continuerons à dépenser des sommes formidables et qui n'ont pas lieu de l'être. La deuxième chose, qui est beaucoup plus technique et pratique, c'est qu'il faut savoir s'il s'agit de crédit d'entretien ou de crédit d'investissement, de fonctionnement, pardon, ou d'investissement. Alors là, s'il y a parmi vous des architectes, et il y en a, ils voient très très bien tout ce que ça signifie. Alors, autrement dit, à quel niveau se situe l'intervention ? C'est une première question. Et deuxièmement, comment peut-on qualifier d'investissement ce qui est de l'entretien et d'entretien ce qui est de l'investissement ? Donc c'est là que il faudra faire preuve d'un peu d'imagination et surtout de bonne volonté. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il s'agit d'un problème qui, à notre avis, est primordial, car l'entretien, car comme disent nos amis flamands, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors c'est vrai en Flandre, c'est vrai chez nous. Nous ne le faisons pas. Il est temps que nous le fassions. Je pense que ça doit être une volonté au sommet, c'est-à-dire que nous pouvons aider ceux qui ont cette volonté, mais je souhaite que ce soit une volonté du ministère de la Culture que d'aider à pousser dans cette direction. Voilà, comme je crois qu'il y a eu vous manquez un peu de temps, je m'arrête là. Merci. Jean Hernandez, à vous. En bon Suisse. On émigrait français en Suisse. Et les autres peuvent Bien. s'installer. Oui. Je laisse faire les chaises musicales. Bien. Eh bien, pour ma part, je vais vous parler d'un pays, bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, d'abord, et je vais vous parler d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui par son héritage culturel fait évidemment partie de l'Europe. Il s'agit de la Suisse et comme je suis le représentant de Maisons Paysannes de France, je vais évidemment vous parler du patrimoine rural en Suisse et de la façon dont il est sauvegardé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Maisons Paysannes de France, nous sommes une association qui a un peu plus d'une 50aine d'années, qui a des représentants dans toute la France et qui donne du conseil aux élus, aux artisans, aux particuliers, etc. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web et je vous invite à passer à notre stand dans la salle du foyer. Alors, le patrimoine rural en Suisse est évidemment lié à la géographie et la géologie de ce pays. J'ai une chaîne, oui, voilà, j'ai une flèche, j'espère que vous la voyez sur l'écran. Pays essentiellement montagneux, compris entre la chaîne du Jura à cheval sur la France et la Suisse, le plateau suisse, la vallée du Rhône. Je vous rappelle que le Rhône prend tout de même sa naissance en Suisse au glacier du Rhône, et évidemment les Alpes, pays de montagne. Le patrimoine rural va refléter cette différence de matériaux, ces différences de paysages et d'usages, etc. Je n'aurai pas l'occasion de vous montrer une typologie du patrimoine rural suisse, mais je vais m'en cantonner au canton de Vaud, en l'occurrence, en vous
promenant du côté de Lausanne. Et je vais articuler mon intervention en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer quelques exemples de villages suisses, mais de villages agricoles, de villages ruraux. Je ne vais pas m'adresser aux villages conservés ou à ceux des parcs régionaux ou nationaux. Je vais vous montrer la Suisse rurale vraiment. Et ensuite, je parlerai des lois de protection et de la législation suisse à ce sujet. Je vais donc vous emmener dans le canton du Jura, dans le canton de Vaud, pardon, au pied du Jura, à l'ouest de Lausanne, qui, vous le voyez, est une zone totalement dévolue à l'agriculture, à l'élevage, et on voit déjà un petit village dans le fond. Pour étayer mon discours, je vais prendre quelques villages qui sont globalement entre Vallorbe. Vallorbe se trouve ici, c'est la frontière franco-suisse, et c'est un paysage que vous pourriez voir en prenant le TGV qui vous amènera de Paris à Lausanne en passant par Vallorbe et qui suit à peu près le trajet de cette partie du canton de Vaud et du pied du Jura. J'ai encadré, mais je pense que c'est peu visible sur l'écran ici, un peu petit, les quelques villages que je vais vous montrer. Je ne les ai pas choisis, je suis allé me promener en gros le long du trajet du TGV. Le premier, nous allons évidemment parler d'urbanisme dans un premier temps. Cet urbanisme, le voici par exemple dans une petite ville qui s'appelle Moudon. Moudon, c'est 6200 habitants. Vous voyez que l'habitat est groupé, très groupé. À l'heure actuelle, tout tend vers une densification de ces centres-bourgs. Et Moudon, à l'heure actuelle, dans une décision qui est de l'été 2018, va rendre piétonnier tout le centre de sa ville, de manière à donner une plus belle accessibilité au commerce et rejeter la voiture vers la périphérie de la ville, en particulier autour de sa gare. Une deuxième ville ici, un petit peu plus industrielle, si je puis dire, c'est la ville d'Orbe, en gros 8000 habitants. Vous voyez que le centre-ville ici, la vieille ville, est là encore extrêmement concentré, mais qu'on a quelques zones périphériques qui sont des zones industrielles. En particulier, Orbe possède la deuxième fabrique de capsules Nespresso, que vous connaissez tous, et avec Avanche, ce sont les plus grosses usines Nestlé pour ce produit dans ce coin. Orbe se développe également en augmentant la densification du quartier moderne, mais en développant sur son côté sud, le long de ma flèche ici, un nouveau quartier qui est un quartier écologique, tellement écologique qu'il va être le premier quartier en Suisse qui aura un label du WWF, qui est un quartier qui comportera 500 logements pour 200 emplois. Voilà à peu près les critères d'urbanisation, donc densification au maximum des centres-villes, pour préserver le territoire agricole autour. Les petits villages, maintenant, vous savez qu'en France, on a un problème avec les entrées de villages, avec le mobilier urbain, avec toute une série de choses qui altèrent la vue, altèrent le paysage, etc. Je vous montre ici des entrées de villages suisses typiques, le village de Lignerolles, au pied du Jura. Vous voyez que l'entrée est tout à fait modeste, pas de grands panneaux publicitaires, uniquement 2 panneaux. Le panneau qui vous donne les horaires du culte, comme dans tous les villages suisses, et ensuite un panneau qui demande aux parents de ne pas ranger leurs véhicules, leurs gros 4x4 n'importe comment à l'entrée de l'école pour laisser leurs enfants. C'est toute la publicité que vous y verrez. Un autre village, Les Clés, qui est dans la vallée de l'Orbe, vous voyez que là aussi l'entrée du village est tout aussi frugale, pas de grande expression, et juste à côté, le village de Romainmoutier, qui est un village extrêmement touristique, puisqu'il abrite une abbatiale clunisienne du XIe siècle, et par conséquent, c'est un village où viennent en été, pendant toute la saison, des milliers de visiteurs. Vous voyez que l'entrée du village ici est de la même façon uniquement agrémentée d'un panneau de limitation de vitesse et d'une banderole en travers de la route qui annonce le prochain concert dans l'abbatiale. Voilà. Les centres-bourgs ont conservé leur caractère villageois et leur caractère rural. Quelquefois, ces maisons affichent très clairement leur âge, vous voyez, par leur tuilage, avec une maison même si cette maison possède 2 petits panneaux solaires sur le toit. Mais vous voyez que tout le reste a gardé un aspect très campagnard.
Ça n'est pas pour autant que ces villages ne vivent pas. Dans le village de Romainmôtier, comme je vous le disais, qui n'est pas un village-musée, contrairement à ce qu'on pourrait prévoir ou penser, ce village continue à vivre. Les bâtisses traditionnelles, comme celle qui est à droite, sont des bâtisses en location, habitées par plusieurs familles. Et à gauche, vous voyez, juste pas très loin de l'abbatiale et de l'autre côté de la rue, un immeuble qui est en cours de restauration pour faire des logements confortables, je dirais même luxueux, en location par des gérances. Alors, dans ces centres-bourgs, on a conservé une partie de ce que je qualifierais du de mobilier urbain. Vous voyez une fontaine à Romainmôtier, même si sur la photo de droite, un barbecue très contemporain vient jouxter le mur de l'abbatiale. Mais vous voyez que ce n'est pas très... Il y a pire dans notre pays. Et voilà, le village de Romainmôtier possède encore 3 fontaines en fonctionnement qui font évidemment la joie des touristes. Et non seulement des touristes, mais en particulier des gens qui suivent les sentiers pédestres, puisque c'est quasiment un des rares mobiliers urbains que vous trouverez dans ces villages. Le panneau de gauche qui indique toutes les directions de balade à pied avec la durée de la balade et le terminus, et une institution que vous trouverez dans toute la Suisse. Et autre chose que vous trouvez dans toute la Suisse aussi, qui est le car postal, qui passe à une heure donnée et qui vous emmène dans les villages les plus reculés de Suisse. En ce qui concerne les environnements et la périphérie des villages, ici le village de Yan, vous voyez centré autour de son église. Sur la droite, un bâtiment moderne qui est la crèche du village. Cette crèche est associée à une maison polyvalente, ce grand édifice rouge et noir. Vous voyez qu'on construit aussi des choses autour de ces villages, qui sert à la fois de salle de sport, de théâtre, de salle de réunion, qui est une salle pour 400 personnes, le village faisant 600 habitants. Voilà. Autour de ce village, il y a quelques zones de lotissement. En Suisse, on appelle ça des zones de villas. Et vous voyez que ces zones de villas restent tout de même très modestes par rapport au lotissement que vous pourriez voir autour de nos villages. Enfin, je vais terminer ce panorama de village à travers le village de Montrichet, juste au pied du Jura que vous avez en arrière-plan. Ce village, là encore, très ramassé, mais avec quelques extensions rurales autour. Et si vous regardez tout à fait dans la zone où je viens de placer ma flèche, ici, vous verrez un bâti, qui est un bâti contemporain. Vous voyez que ce bâti s'intègre tout de même assez bien au paysage, n'est pas choquant par rapport à ce paysage. Ce bâti, c'est une fondation. C'est une fondation, la voici, qui est une résidence pour écrivains, bâtie par M. Jan Michalski. Cette fondation abrite donc des écrivains en résidence pour 1 an ou 2 ans et également une bibliothèque de 80 000 volumes sur 4 étages. Et évidemment, tout ça est gratuit, libre d'accès pour tous les gens, pour tout le monde. Bien. Quel est le bilan de cette petite visite? Oui, une occupation optimisée des centres-bourgs, pas d'activité commerciale autour, pas d'architecture en boîte à chaussures, quelques villas et vous n'avez vu aucun fil électrique, aucun fil téléphonique. Alors comment est-ce qu'on arrive à préserver ainsi le paysage? Ça va se reposer sur 3 piliers. La Constitution, la loi d'aménagement du territoire et le projet de territoire suisse. La Constitution, dans son article 75, fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire et dit clairement que cet aménagement est à la charge des cantons. Ce principe est défini ensuite par la loi d'aménagement du territoire qui, elle, définit les instruments et les responsabilités entre la Confédération, les cantons et les communes. Ici, vous avez un exemple aussi de démocratie directe. Vous voyez que cette loi a été contestée, revenue vers le peuple, etc. Et donc n'a été appliquée qu'en 2014. L'article 2 de la loi d'aménagement fait appel au principe en Suisse qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'organisme le plus bas doit se prendre en charge, la commune en l'occurrence. Si jamais cette commune prend en charge ou n'entre pas dans les règles définies par l'étage supérieur, c'est l'étage supérieur qui prend la responsabilité de la chose. Donc tout repose sur une concertation entre les 3 niveaux et pour un souci d'efficacité et d'absence de conflit.
Enfin, plus récemment, depuis 2012, le projet de territoire suisse qui est en route, qui a là encore réuni la Confédération, les cantons et les communes, avec une démarche participative auprès du peuple et des industriels, au sens large, et qui définit 12 territoires d'action à travers la Suisse sur les 26 cantons. Donc c'est une espèce de réunion, là aussi, territoriale, avec des responsabilités aux 3 niveaux, comme je disais, Confédération, canton, commune. Ce projet de territoire a défini 5 objectifs. Je passerai sur les 5 objectifs, car il a défini pour les mettre en place 3 stratégies, dont une qui nous intéresse particulièrement, puisqu'il s'agit d'une stratégie totale sur les 3 pour la mise en valeur du milieu bâti et des paysages. Il s'agit là de modérer l'utilisation du sol, de densifier l'habitat, de prendre en compte les paysages, etc. Vous voyez que ce sont des principes d'action qui sont valables pour toute la Suisse et qui sont spatialement différenciés. Ceci s'appuie sur une cartographie suisse, une cartographie des actions à mener. Je ne vous en montrerai évidemment pas. Je ne saurais terminer cet exposé sans vous parler de Patrimoine Suisse, qui est une association analogue aux nôtres, en l'occurrence, puisqu'elle réunit un petit peu l'ensemble. C'est une association qui a été créée en 1905, qui compte 27 000 membres, comme vous le voyez, et qui est chargée de la préservation des monuments. Voilà. Et... Pardon, donc je vais passer très rapidement là-dessus parce que je pense que c'est une évidence pour vous tous. Je pense qu'en termes de patrimoine et en termes de patrimoine rural, il faut dépasser l'échelon national et passer désormais à l'échelle européenne. Je pense que la première intervention l'a montré aussi clairement. C'est le cas pour Maisons Paysannes de France qui a de plus en plus d'actions, soit à travers le Parlement européen, soit dans des collaborations avec l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Voilà. Et en vous remerciant de m'avoir écouté et en vous remerciant pour votre attention, je vous invite à partager un dessert traditionnel en Suisse qui sont les meringues à la double crème de Gruyère. Merci pour votre attention. Virtuel. Now it is the Prince Alain de la Bretagne. Je vous mets... voilà. Vous tournez là. Ça, c'est la slide qui passe là. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, rien de tel pour parler de l'Europe du patrimoine et des paysages que de voyager. C'est ce que Patrimoine Environnement a décidé de faire. En 2018, nous avons décidé d'aller en Grande-Bretagne. Nous avions 2 objectifs, en plus de la contemplation des belles choses. Le premier voulait satisfaire un vieux désir, voir par nous-mêmes ce qui avait été réalisé par le prince de Galles dans un faubourg de Dorchester, en application des principes d'urbanisme qu'il développe dans un ouvrage très documenté, publié il y a quelques années, qui est titré en France « Harmonie ». Le second objectif, nous voulions voir au moins un territoire, propriété du National Trust, et rencontrer les dirigeants, des usagers, des anciens propriétaires des biens donnés à cet organisme dont on parle depuis 20 ans et qui revient manifestement ces temps-ci à l'ordre du jour un peu partout et en particulier chez nous. Nous avons donc gagné Dorchester et à côté de Dorchester, le village de Poundbury, construit ex nihilo sur le territoire du duché de Cornouailles, qui est, vous le savez sans doute, l'apanage du prince de Galles, mais dont les finances doivent être équilibrées. Il ne doit pas se servir de ça un peu pour ce qu'il veut, car étant héritier de la couronne, il ne reçoit pas de liste civile et doit donc financer son train de vie, ses voyages, toutes ses obligations à partir des ressources du duché. Donc quand il fait quelque chose comme Poundbury, il faut que ça soit équilibré, sinon que ça rapporte. C'est à l'architecte Léon Crière, luxembourgeois, qui se positionne dans le mouvement dit du post-modernisme, que le prince Charles a confié son projet. Il s'agissait, selon
des principes dits du New Urbanism, développés en Europe d'abord et aux États-Unis ensuite, de rompre, et c'est ça qui est très important, avec les obligations de la Charte d'Athènes, adoptée en 1933 sous l'égide de Le Corbusier. Alors, sans doute, vous savez tous ce que c'est que la Charte d'Athènes, mais enfin, peut-être vous rafraîchir la mémoire. Il s'agissait de 95 items pour reconstruire et construire des villes essentiellement en séparant les zones. Il s'agissait de diviser la ville en 4 fonctions: la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport. Ça a été, vous le savez, la grande réorganisation urbaine d'après-guerre pendant les 30 Glorieuses. On a fait ça un peu partout. Alors quelquefois dans des conditions gigantesques comme à Brasilia, et quelquefois dans nos villes en séparant la vie, mais avec 2 quartiers, le quartier dit bourgeois et le quartier des HLM, le travail avec des zones d'activité artisanales ou industrielles, les loisirs avec les stades, etc., et les infrastructures de transport. Léon Crière, au contraire, s'était, avec le prince de Galles, donné le défi de faire exactement l'inverse. J'ai d'ailleurs entendu des hommes politiques français, en particulier l'ancien président Sarkozy, lorsqu'il avait voulu faire son grand discours sur le Grand Paris, dire un peu la même chose. Comment dirais-je, l'extension d'une ville à partir de zones n'est pas un tabou, peut-être faut-il casser le principe. Et à Poundbury, eh bien, on retourne vers une certaine forme de ville traditionnelle, avec évidemment la nouvelle nécessité, que personne ne conteste, d'utiliser des voitures à moteur, du confort, du chauffage, etc. Mais cela étant dit, les principes de Poundbury, selon le prince Charles, tournent autour de 10 idées que je vais très brièvement rappeler. D'abord, l'énoncé se suffit à lui-même, les développements urbains doivent respecter les paysages sans être intrusifs. Quelle merveille si tout le monde pouvait se fixer cette règle. Deuxièmement, l'architecture est un langage. Il faut en respecter la grammaire afin d'éviter les risques de dissonance. Ça veut dire, vous le verrez sans doute sur quelques photos que j'ai là, qu'il y a en effet une certaine harmonie, j'y viendrai tout à l'heure. Cette harmonie, elle vient d'abord de l'échelle, dont le prince nous dit c'est la clé. Cette échelle doit s'adapter à la vie humaine, en particulier aux piétons, respecter l'échelle des autres bâtiments et éviter les surdimensions. Et quatrièmement, il doit y avoir harmonie, mais sans uniformité. Et c'est un peu ce qu'on trouve à Poundbury, en particulier sur cette photo, je ne sais pas très bien si vous la voyez là, qui, comment dirais-je, démontre qu'il y a toutes sortes de styles et de constructions différentes dans la ville, mais donc pas d'uniformité, mais néanmoins une certaine harmonie. Le point 5, c'est qu'il faut travailler les enceintes des quartiers pour des raisons à la fois d'esthétique mais de sécurité. Il faut ensuite que les matériaux soient recherchés dans les ressources locales. Alors ça, ce n'est pas toujours possible pour le béton, mais vous verrez là aussi que quasiment la totalité de la ville est construite à partir de carrières et de toutes choses comme ça qui sont dans la région. Et puis, il faut supprimer la surutilisation des signaux lumineux et des lumières accessoires. Enfin, les piétons doivent être au centre de tout. Il faut que l'on puisse se rendre à pied dans les principaux endroits qui commandent votre vie. Et si l'espace est un bien précieux, il doit être utilisé avec modération.
Alors à Poundbury, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence totale de marquage des voies, de places de parking, de feux tricolores et de ronds-points. Il n'y a rien de tout ça. Rien, rien, rien. Et on nous a dit sur place, les habitants, qu'il n'y avait pas eu d'accident depuis 17 ans. Donc ça fait réfléchir un certain nombre de gens qui voient les choses autrement. Et en particulier, ce qui nous vient d'Angleterre, il faut quand même le dire, c'est cette politique des ronds-points. Il n'y a pas à Poundbury de zonage fonctionnel, et pourtant 2500 personnes y vivent et 1900 personnes y travaillent dans 170 entreprises. L'architecture, vous l'avez vu, est traditionnelle, elle est diversifiée. 33% des logements sont dits à prix abordable, d'après les statistiques qu'on nous a données, et 11 maisons sont dites écologiques. Pour ce que nous avons pu en voir dans la journée que nous avons passée là-bas, les habitants ont l'air heureux et paisibles. Et l'aventure n'est pas finie. L'idée est de doubler la population d'ici 2025, en faisant bien garde qu'il y ait des emplois pour ces gens. Alors, notre point de vue de voyageurs est un peu partagé. Certains n'ont pas aimé du tout. D'autres ont cru pénétrer, c'est le terme qu'ils ont employé, dans un grand EHPAD urbain, parce qu'ils ont eu l'impression qu'il n'y avait que des gens d'un certain âge. Ce qui n'était pas vrai, puisqu'il y avait des écoles, on a vu des enfants jouer, etc., mais ça ne se remarque pas. Et d'autres encore ont été extrêmement intéressés. Je ne suis pas sûr, pour ma part, d'avoir envie de construire en France toutes sortes de Poundbury. Mais ayant présidé il y a à peine quelques jours, avec nos amis de Cité Cité, le jury du concours des entrées de ville, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer d'une expérience qui n'est pas transposable telle qu'elle. Densification, inclusion dans le paysage, cassation définitive de la ville fonctionnelle, mise du piéton au centre de tout, diminution des éclairages urbains, absence d'imperméabilisation des sols. Tout ça, on le retrouve sur un plateau d'une cinquantaine d'hectares. Et c'est quand même bien intéressant de se dire que l'on peut faire tout ça à la fois avec une politique multifonctionnelle. Notre deuxième objectif, je conclus. Alors je vais conclure avec 2 ou 3 chiffres qui vous intéresseront sur le National Trust. Il y avait en 2017 5 250 000 membres qui payaient une cotisation au National Trust, 70 000 volunteers, comme on dit en anglais, qui offrent gratuitement toute partie de leur temps au monument. Le revenu annuel est de 480 millions de livres et le chiffre de la trésorerie du National Trust dépasse 1 milliard. 1,5 milliard. Si on veut bien dire les choses, ça veut dire qu'en Grande-Bretagne, il y a 5 millions de personnes qui réunies dans une structure qui est totalement indépendante du gouvernement. Il n'y a pas de membres du gouvernement dans le conseil d'administration. Ce sont uniquement des élus ou des représentants d'associations. Eh bien, on imagine que c'est tout de même un groupe de pression extrêmement important pour la sauvegarde du patrimoine. Si vous voulez comparer ça aux 350 millions que l'État consacre dans son budget, 350, 380, etc., chaque année au patrimoine français, l'idée d'une grande structure pourvue de nombreux adhérents et d'un pouvoir susceptible de faire reculer quelques iconoclastes élus ou autres, eh bien, c'est tout de même une idée qui mérite d'y réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat devant un ministère qui est faible et qui, même avec certainement un excellent ministre qui vient d'arriver,
le restera, je suis désolé de le penser, eh bien, il y a là tout un énorme champ de réflexion que nous devons essayer d'avoir entre nous et avec beaucoup d'autres. Alors maintenant, Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de Rempart, et Olivier Lenoir, son délégué général. Tu me laisses la parole ? Bien sûr. Super, je vais tomber. Essayer de tenir ça comme ça. Je sais pas trop. Et ça bouge comme ça. Merci de nous passer la parole. Nous avons intitulé, pour ce qui nous concerne, notre intervention, à tous bénévoles de l'année européenne du patrimoine, car nous avons choisi de vous présenter comment Rempart s'était investi cette année, mais en fait depuis très très longtemps, dans une politique volontariste favorisant l'engagement des bénévoles en faveur du patrimoine au niveau européen et même au niveau international. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que nous allons faire à deux voix avec Marie-Georges, présidente de Rempart, et moi-même, mais nous avons compris que nous avions 10 minutes à deux, je vais essayer de vous présenter en fait Rempart et de vous dire d'où nous parlons l'un et l'autre. Rempart est né il y a un peu plus de 50 ans. C'est aujourd'hui l'union de 180 associations qui ont pour objet chacune localement de conjuguer patrimoine et citoyenneté, patrimoine et engagement du citoyen. Notre objectif, ça tourne tout seul ou pas? Oui, c'est l'impression que ça me donne, mais bon, c'est pas grave. Notre objectif, c'est de sauvegarder et de transmettre le patrimoine, développer la conscience patrimoniale en permettant à chacun de s'engager bénévolement dans une dynamique d'éducation populaire en faveur du patrimoine. C'est pas grave, j'espère. Notre réseau associatif a une large couverture nationale et il regroupe une grande diversité patrimoniale, nous permettant d'agir en milieu rural comme en milieu urbain, sur des édifices et des sites protégés ou non au titre des monuments historiques. L'une des actions majeures, et même si ce n'est pas la seule de notre mouvement, consiste en l'organisation de chantiers de bénévoles internationaux pour la restauration du patrimoine. Ces chantiers accueillent plus de 3500 bénévoles, adolescents, jeunes, adultes, filles, garçons, femmes, hommes, venus des quatre coins de la France, de l'Europe, du monde, venus d'horizons sociaux et géographiques variés, pour en fait participer ensemble à un projet associatif de restauration du patrimoine. Ces chantiers de bénévoles internationaux ont évidemment pour objectif concret la restauration d'un élément du patrimoine, choisi localement par des citoyens organisés en association. Mais en fait, ces chantiers sont aussi des lieux d'éducation au patrimoine, de transmission de savoir-faire, puisque sur un chantier de bénévoles avec Rempart, on expérimente, on met en œuvre des techniques très variées, la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle, les enduits à la chaux, la charpente, la menuiserie, la forge, mais aussi l'archéologie, la restauration de peintures murales, le vitrail, et j'en passe évidemment. Ces expériences sont aussi une expérience de vivre et faire ensemble dans et pour le patrimoine. Parce qu'en effet, quoi de plus enthousiasmant pour un groupe de jeunes, quoi de plus formateur pour ce groupe venu de France, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, que de vivre pendant 15 jours, à la fois au rythme de la restauration du patrimoine et au rythme de la construction d'une vie collective où la solidarité, les échanges, la mutualisation et la compréhension mutuelle sont vécus au quotidien, tous les jours. En effet, en cette année 2018, à quelques jours des célébrations du 11 novembre, j'ai envie de souligner ici que les premiers chantiers de bénévoles internationaux sont nés au sortir de la Première Guerre mondiale, dans un petit village d'Argonne,
rasés par la guerre, où, en 1920, des jeunes Français et des jeunes Allemands ont décidé ensemble de venir bénévolement construire des baraques pour reloger la population du village d'Esne qui avait été rayée par la bataille. On est à quelques kilomètres de Verdun. Et alors même que leur père, leurs frères, leurs cousins s'étaient entretués là pendant toute la guerre. En fait, nos chantiers de bénévoles, nos chantiers remparts sont, 100 ans après, les héritiers de ces volontaires des années 20 qui, dès cette époque, pensaient que vivre et faire ensemble réduisait les incompréhensions entre les peuples. Aujourd'hui, les chantiers de bénévoles, les échanges internationaux, les échanges européens que développe Rempart s'appuient sur le constat que le patrimoine offre des opportunités d'engagement, que le partager avec des jeunes, notamment, permet de susciter des vocations, que le patrimoine est une source d'innovation et de compétences et de savoir-faire, et qu'il est important de pouvoir proposer à tous ces savoir-faire, que rendre le patrimoine vivant à travers la restauration des sites est une manière de les transmettre, mais que c'est aussi une contribution importante à la prise de conscience de la valeur du patrimoine auprès de ces jeunes Européens qui participent à nos chantiers. Mais surtout, le patrimoine culturel est fédérateur et que son processus de sauvegarde, pour peu qu'il soit comme à Rempart, collectif et associatif, ce processus peut contribuer à la construction d'une société européenne plus juste, plus solidaire, car fondée sur cette compréhension mutuelle dont je parlais dans ces chantiers de bénévoles que nous développons. J'avais envie de planter ce décor général avant de passer la parole à Marie-Georges pour qu'elle nous détaille plus avant comment s'organise la politique européenne et internationale de l'Union Rempart. Merci. Donc, le volontariat international chez Rempart, d'abord, c'est, comme vous pouvez le constater, une dimension assez importante à l'international, donc avec pas mal de participants que nous accueillons sur nos chantiers, de Russie, de Chine, du Maroc, d'Israël, et bien d'autres bien sûr, mais en majorité ceux-ci, et d'Europe. Quelques exemples d'abord à l'international de nos diverses coopérations. Une des plus importantes étant avec la Chine. Ici vous voyez un petit village de montagne dans le Fujian, sur du patrimoine de terre et de bois. Ici, c'est au bord de la mer Blanche en Russie, un patrimoine qui est unique au monde. Hein, c'est cette perle du patrimoine culturel que sont les églises en bois du nord de la Russie. Ça, on est complètement sur autre chose avec la Xiba, la petite casbah de Bizerte sur l'entrée du port. Donc, considérant que tous ces sites que vous voyez vont avoir une réutilisation, ne sont pas simplement là pour permettre à des jeunes bénévoles de s'engager et de venir travailler ou d'avoir des vacances utiles. C'est aussi, ça permet par la suite de réutiliser ces sites. En l'occurrence sur Bizerte, il y a déjà un petit musée océanographique qui est ouvert à l'intérieur de ce fort et cette petite fortification et bientôt un petit café, etc., qui permet la vie finalement des gens qui sont autour. Grosse campagne de communication tous les ans par Rempart, à la fois en anglais et en français, qui s'est envoyé à un maximum de gens, que ce soit les écoles d'architecture, mais aussi les universités, aussi les centres d'information jeunesse, aussi les alliances françaises, etc., de façon à mobiliser un maximum de jeunes, et pas simplement des jeunes d'ailleurs. Donc pour se concentrer un petit peu plus sur cette année européenne du patrimoine culturel, Rempart a mis en place un certain nombre de projets. Vous avez là d'abord un petit focus sur Rempart en 2018. Alors ce ne sont pas les chiffres définitifs, mais ce sont les chiffres au mois de septembre des personnes qui ont déjà travaillé sur le nombre, vous voyez, je ne vais pas vous les détailler, on va passer assez rapidement. Les 10 000 citoyens, ce sont les 10 000 citoyens qui constituent les associations locales de Rempart, puisque Rempart est bien une union d'associations locales sur tout le territoire français, comme l'a montré tout à l'heure la carte. Donc des échanges en particulier, d'abord avec la Roumanie, ça c'est le village de Cartișoara au pied des Carpates, pour sauver des maisons traditionnelles en bois, pour leur valeur d'exemple, et permettre ensuite d'ouvrir un centre de formation aux métiers traditionnels du bâti ancien et un lieu de création culturelle.
Le partenaire est la fondation Dala depuis maintenant une petite dizaine d'années. Gros partenariat également avec le Portugal, on est sur du patrimoine rural, c'est un pigeonnier traditionnel au nord-est du Portugal, dans la région du Douro. Ce partenariat avec l'association Palombar est très important et peut-être que ce petit patrimoine, ça ne semble pas être très important et finalement ça l'est au-delà de ce qu'on espère parce que d'abord ça régénère des villages et en plus, précisément là, ça a permis de remettre en place tout un écosystème grâce aux pigeons, tout simplement. On ne va pas le détailler ici, mais c'est assez exceptionnel. Ensuite, nous avons des échanges avec la Croatie aussi depuis quelques années. Ça, c'est un patrimoine de pierres sèches, en partenariat ici avec l'association Dragodine. C'est un village d'estive. Il faut marcher 4 heures pour y arriver. Donc, les bénévoles qui s'engagent sur ce projet sont, motivés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut savoir, ils apportent l'eau tous les 3-4 jours. Autre patrimoine avec des échanges assez intenses avec l'Italie. En l'occurrence ici, une ancienne usine de ciment à Bercetto, pas loin de Parme. C'est un partenariat avec la Manifattura Urbana. Donc vous voyez à peu près les différences. Ça recouvre un certain nombre de patrimoines dans sa diversité. Et ensuite, cette année, donc, le projet Erasmus Heritage Volunteers and Leaders qui a été mis en place par Rempart, qui se développe tout au long de l'année 2018, depuis le mois de mai, sur 10 sites patrimoniaux, localement en France. Je vais vous les détailler un petit peu. Parce que, en fait, le patrimoine est toujours perçu un petit peu comme un secteur réservé aux experts, créant une espèce de distance entre les citoyens et ceux qui le protègent. Et bien sûr, nous, à Rempart, ça fait 52 ans qu'on tend à prouver l'inverse, puisque le patrimoine est aussi une affaire de citoyens, comme l'a dit très justement Olivier. Donc, voilà, donc c'était 8 échanges de jeunes, 2 formations d'animateurs, de façon à avoir, une espèce de label entre les différents pays, que si un animateur au Portugal devient animateur en Roumanie ou en France et vice-versa, il porte absolument les mêmes valeurs auxquelles Rempart tient pour animer un chantier de bénévoles. C'est-à-dire d'abord le respect du bénévole et bien évidemment le respect du site sur lequel les travaux sont opérés. Donc un premier chantier, un premier échange culturel. Je suis au bord et j'ai terminé, c'est très bien. Donc le club Marpen en Charente avec à la fois des Polonais et des Tchèques. Calmondolt en Aveyron, un site magnifique avec Dina Halwa à Malte, une association maltaise et la Fondation Dala en Roumanie. Enfin, le merveilleux château de Villandreau en Gironde, avec l'association de la Tour du Cal de Sledecin en Pologne et le groupement archéologique romain. Voilà, c'est tout simplement pour dire que oui, ce sont des archéologues, des architectes, mais ce sont aussi des jeunes en apprentissage et qu'ils sont réunis autour de ces projets, encore une fois, pour sans doute aussi promouvoir les valeurs européennes, non seulement autour du patrimoine, mais celles qui font qu'être un citoyen au sens strict, c'est ce qui c'est ce qui nous tient à cœur à Rempart. Merci beaucoup pour votre attention. Ça marche ? Donc, notre association, c'est donc les Vieilles Maisons Françaises, VMF. Notre particularité, c'est d'être très attentif à tous les patrimoines, donc d'avoir une vision assez large, qu'ils soient entre des mains publiques ou privées, qu'ils soient grands ou petits. Et donc, une des grandes questions que nous nous posons, c'est la question de la connaissance de ce patrimoine et donc de la méthode qu'il faut adopter pour y arriver. Et donc, nous nous sommes interrogés, nous avons d'ailleurs dans le cadre de la lettre ouverte aux Français, que chacun d'entre vous doit connaître, que nous avions collectivement rédigé il y a maintenant 2 ans, suggéré qu'une réflexion soit menée sur le plan de l'inventaire. Alors, donc j'ai demandé, et je remercie d'ailleurs Sophie Coy, qui est donc en charge précisément au ministère de la Culture de l'inventaire général, de nous rappeler la situation actuelle qui bouge, parce que c'est un monde qui est en plein mouvement. Et je dirai un mot ensuite de ce qui se passe chez nos voisins
Et j'ai choisi l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, Sophie, c'est à vous d'attaquer. Merci. 5 minutes pour parler de 40 ans d'inventaire, c'est un peu bref, mais le challenge est là et nous allons le remplir. Merci de m'associer à ce dialogue sur les inventaires. Un inventaire, des inventaires. Il est évident que sous le mot inventaire, nous allons le voir durant ces 10 minutes, on ne met pas la même signification. L'inventaire général en France a une portée bien particulière. C'est un inventaire scientifique. Tout d'abord, quelques dates pour rappeler la création de cet inventaire en 1964, sous l'égide du ministre qui était alors André Malraux et de André Chastel, qui vont engager cette aventure de l'esprit, c'est un mot de Malraux, cette grande aventure qui a pour ambition de faire un inventaire du patrimoine du territoire dans sa globalité. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement un inventaire sur le patrimoine bâti, mais c'est aussi un inventaire sur le patrimoine des objets mobiliers, ce qui double le travail et le temps de ce travail. En 1964 jusqu'en 2004, cet inventaire est un inventaire qui se situe au niveau de l'État. C'est un inventaire qui est hébergé dans les services déconcentrés de l'État, dans les DRAC, et qui, durant toutes ces années, va se constituer. Il se constitue autour d'une méthodologie, d'un système normatif, d'un système de données afin de communiquer l'ensemble des travaux faits par les chercheurs, ces chercheurs qui sont situés dans les différentes équipes des différentes régions de France. Toutefois, dans un premier temps, en 1964, juste un petit rappel, c'était un inventaire bénévole. Et c'est tout à fait intéressant de le rappeler parce que nous allons revenir ces dernières années, finalement, à un inventaire que nous qualifions actuellement de participatif. Nous apercevons de la problématique du temps qui est nécessaire pour faire cet inventaire. Ce qui nous est reproché depuis des années, c'est effectivement ambitieux et long. De 1964 à 2004, toutes les équipes se constituent. Les inventaires bénévoles qui ont couvert une grande partie du territoire et qui constituent des archives qui sont consultables aux archives départementales de l'ensemble du territoire sont peu à peu repris par des professionnels. Et les équipes se mettent en place avec des photographes, des dessinateurs, des chercheurs qui couvrent le territoire ou qui tentent de le couvrir, c'est vrai, c'est long. En 2004, l'État décide de décentraliser l'inventaire. Pour quelles raisons, ne me le demandez pas. Nous étions effectivement assez meurtris dans les équipes de se dire que ce positionnement que nous avions au sein des directions régionales des affaires culturelles qui faisait que cet inventaire, qui était un inventaire scientifique certes, mais qui, avec la proximité des monuments historiques, permettait une perméabilité et une logique patrimoniale et de chaîne patrimoniale, nous étudions et nous transmettions évidemment nos dossiers à nos collègues, le cas échéant, pour accompagner les différentes protections. Mais cet inventaire, et je le précise, n'a jamais été conçu comme un instrument de protection. C'est un instrument de connaissance. En 2004, il est transféré par la loi sur les responsabilités et libertés, c'est plutôt liberté et responsabilité locale aux régions. Donc, une loi, nous n'avions pas de loi en 1964 finalement qui obligeait l'État à faire de l'inventaire, une loi oblige dorénavant les régions à faire l'inventaire. À faire l'inventaire, donc ils ont récupéré toutes les équipes régionales qui existaient sur le territoire et se sont engagés à pérenniser cet inventaire. Mais afin de faire que cette opération reste toujours homogène, pérenne, transmissible et toujours faite de la même façon, l'État s'est gardé le droit, si je puis dire, de conserver une petite équipe en centrale, au ministère de la Culture, qui est dédiée à la surveillance de ces différents inventaires. Ce qui veut dire que nous avons toujours la garde de la méthodologie, de la boîte à outils, comme M. Toussaint l'a souligné finalement lors de notre dernier dialogue. Et c'est vrai qu'une boîte à outils existe, permet à tous ces inventaires de se poursuivre avec des thésaurus, avec des normes, avec des vocabulaires. Et c'est une entreprise extrêmement lourde et qui touche des territoires et des sujets extrêmement variés. Il y a deux solutions, il y a deux possibilités de faire ces inventaires. Ce sont à la fois des inventaires topographiques qui, du coup, progressent territoire par territoire, le premier étant le canton et la commune, mais dorénavant, les territoires sont beaucoup plus larges et ce sont souvent des aires d'études liées à d'autres problématiques. Et ces inventaires aussi peuvent être des inventaires thématiques. Et de plus en plus, les inventaires topographiques se conjuguent avec les inventaires thématiques. Les inventaires thématiques
ou topographique se conjuguent également pour aborder le patrimoine rural. C'est un des grands sujets de l'inventaire. C'est vrai que ça a été un des premiers grands sujets de l'inventaire. À un moment donné, on s'est peut-être plus occupé du patrimoine urbain et du périurbain, mais nous y sommes revenus. Et là, je vous montre tout un florilège de publications des 4 dernières années des travaux des inventaires régionaux décentralisés, avec des ouvrages sur le patrimoine rural, des ouvrages sur le patrimoine urbain. C'est évident que dans ces approches topographiques, nombre de villes ont fait l'objet d'inventaires et de recensements systématiques, ayant fait l'objet de publications, car l'inventaire recense, étudie et fait connaître, les 3 missions étant aussi importantes les unes que les autres. Un autre volet extrêmement présent dans les études de l'inventaire, c'est l'inventaire thématique sur le patrimoine industriel qui est créé déjà depuis 1986. Vous voyez bien la variété des approches du patrimoine à laquelle s'est rajouté le patrimoine immatériel lors de la décentralisation en 2004. Très ambitieux et pas tellement de chercheurs dédiés à ce patrimoine immatériel, difficile à aborder, mais qui est abordé largement dans la problématique du patrimoine industriel. Le patrimoine aussi, le patrimoine balnéaire, parce que l'inventaire étudie, mais permet aussi d'innover et de mettre à la portée du grand public des nouveaux patrimoines. Dorénavant, le patrimoine balnéaire nous paraît une évidence, mais ça n'était pas une évidence il y a plusieurs années. D'ailleurs, nous avons travaillé aussi avec nos amis roumains. Un patrimoine sur les paysages, un patrimoine aussi sur les objets, je vous le disais, donc là c'est un vaste chantier sur les objets, sur les peintures, et enfin des monographies. Au sein des différentes approches, nous avons aussi des approches monographiques. Je termine sur les différentes approches de l'inventaire. Un inventaire peut-être qui peut aider à la protection, mais surtout un inventaire scientifique à la portée du public, des élus et de tous ceux qui s'intéressent au patrimoine. Vous allez voir, nous formons un duo improbable. Donc, depuis 40 ans, maintenant à peu près, 40 ans, donc un travail considérable a été mené par donc, toutes ces équipes sur le plan national. Que s'est-il passé chez nos voisins? Eh bien, chez nos voisins, alors, donc la grande question qui a été évoquée incidemment, c'est quel est le rapport avec la protection? Il a été réel au début. Il est aujourd'hui beaucoup plus difficile puisque c'est régionalisé. Et donc, le lien s'est perdu quelque part. Chez nos voisins, le lien entre inventaire et protection est absolument considérable, beaucoup plus que chez nous. Prenons donc le cas de l'Angleterre. Et l'Angleterre, en fait, a un système d'inventaire et de protection qui est tout à fait intéressant. Il faut savoir que dès 1908, il y a eu une commission royale sur les monuments historiques d'Angleterre qui a été créée avec cette idée de recenser et de protéger. Le dispositif actuel est géré non pas par le National Trust qui a été évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a une autre entité qui s'appelle l'English Heritage, qui est d'ailleurs une entité publique, ce coup-là, complètement publique, indépendante, qui dépend du ministère de la Culture et qui est en charge de toute cette affaire de protection. Donc c'est assez complexe, tous les pays. Il y a l'English Heritage et il y a aussi, comme l'a indiqué Alain de la Bretèche, le National Trust qui gère tout un certain nombre de monuments. Et puis il y a aussi English Nature qui s'occupe de l'environnement, il faut le savoir également. Donc, cette idée de recensement est ancienne et elle a été réorganisée en 1979. Et moi, j'ai découvert un truc que je ne savais pas. Je connaissais bien les deux termes, les Listed Monuments et les Scheduled Monuments. Alors, les Listed Monuments, ils sont, selon les chiffres, entre 4 et 500 000. C'est le nombre de bâtiments, d'édifices remarquables par leur histoire, par leur architecture, par leur valeur culturelle, petits et grands. Il y en a donc entre 4 et 500 000. Et ces monuments-là sont inscrits d'une façon telle que dans tout document d'urbanisme, ils figurent
avec la nécessité d'autorisation pour démolir, agrandir ou modifier. Petite parenthèse, un petit détail, dans les 400 ou 500 000, il y a en particulier une chose qui nous a fait sourire, mais les bornes routières. Bon. Donc il y en a peut-être quelques milliers seulement, c'est accessoire, mais chacun a ses particularités. Et puis, il y a, donc je me demandais, mais au fond, qu'est-ce que c'est que les Scheduled Monuments? Il y en a 30 000. Alors là, vous voyez Stonehenge, qui est donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sites archéologiques. Donc moi, je croyais que c'était genre les monuments classés par rapport aux monuments inscrits. Pas du tout. Ce sont les monuments, ce sont en fait les sites archéologiques et les ruines exceptionnelles. Je pense que Jumièges, par exemple, grande abbaye ruinée, figurerait probablement chez les Scheduled Monuments. Je n'ai pas eu le temps de faire une vérification détaillée. Donc voilà, donc un dispositif qui aujourd'hui permet de protéger 400, probablement plutôt 500 000 lieux, qu'il s'agisse de bâtiments ou qu'il s'agisse de sites archéologiques. Et en Allemagne. Alors en Allemagne, la préoccupation du recensement est beaucoup plus ancienne. Et elle a démarré en particulier en Bavière, dès 1835. Et d'ailleurs, dans ce seul État, maintenant Land de Bavière, il y a, il faut le savoir, 116 000 monuments protégés et 47 000 sites archéologiques. Donc il y a une tradition, je crois qu'on méconnaît en France sérieusement ce qui se passe chez nos voisins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est un grand travail qui a été mené et qui s'est étendu sur l'ensemble du territoire allemand. Il y a aujourd'hui une coordination nationale. Le terme en allemand, c'est Denkmal. Denkmal, ça veut dire en quelque sorte le souvenir, si vous voulez. Donc, cette coordination nationale qui a été établie par tous les Länder entre eux, avec une conférence nationale, si on peut dire, a conduit donc à élargir ce recensement à l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, en Allemagne, il y a 1 300 000 bâtiments qui sont aujourd'hui protégés, identifiés et protégés. Le système allemand est très particulier car c'est un système déclaratif. Et donc, on va amener les municipalités et les citoyens à faire le boulot. C'est ce que vous appeliez le bénévolat, Sophie, n'est-ce pas? Mais eux, ils l'ont fait à la grande méthode allemande, de façon systématique et vigoureuse. Et ensuite, il y a un acte administratif qui doit être pris par la commune et qui va déclencher la protection. Et dans certains cas, c'est le Land qui va le faire. La particularité du système allemand, c'est que d'ailleurs, comme en Angleterre, il n'y a pas de hiérarchisation. Et nous avions invité le conservateur général du patrimoine il y a quelques années, qui avait pris position très vigoureusement contre la hiérarchisation, qui est au contraire le propre de l'organisation française. Voilà. Et donc, du coup, et ce qui est important, c'est que les 1 300 000 propriétaires sont justiciables de déduction fiscale et de subvention. Donc c'est un système qui est extrêmement intéressant, extrêmement vaste, et ils nous ont signalé récemment qu'un programme, alors très particulier, donc il y a des actions spécifiques qui sont menées au niveau du Bund, et actuellement, par exemple, il y a un programme de 220 millions d'euros qui a été lancé sur les seuls sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc ce que je voudrais simplement dire pour conclure, c'est qu'évidemment, nous sommes interloqués. Nous, on se gargarise nos 14 000 monuments classés et en fait des 40 000 monuments de la loi de 1913. Nous avons certes 800 secteurs patrimoniaux remarquables qui ont été mis en œuvre. Nous avons, donc voilà, par exemple, nous avons, vous continuez après la suivante, les labels de la Fondation du patrimoine. Il y en a eu, vous mettez 18 000. C'est le dernier chiffre, donc 18 000. Donc ça c'est une création récente. Vous avez ensuite des dispositions particulières. Nous, les VMF donnent un label patrimoine historique qui est l'antichambre de la protection inscription. Mais tout cela
nous met à des années-lumière de ce qui a été fait, si vous le voulez bien le constater, avec l'Allemagne et l'Angleterre. Et donc, la grande question que nous posons aujourd'hui, qui a été posée dans la lettre ouverte, c'est finalement que voulons-nous faire demain? Et il n'y a jamais eu une volonté organisée de faire cette connaissance qui est le prélude à la protection. Et donc, il y a un enjeu majeur. Il faut savoir que il y a 2 ou 3 DRAC qui ont fait un travail plus particulièrement remarquable, qui n'ont pas été cités par Sophie Queuille, mais parmi ces DRAC, il y a celle de l'Île-de-France. Il faut se rappeler que le patrimoine rural de l'Île-de-France, en 30 ans, a été amoindri d'1 tiers. C'est-à-dire qu'entre 2 recensements, 1 tiers de ce patrimoine avait disparu. Et donc, il y a quelque part un enjeu vital pour l'avenir, et c'est une interpellation que l'on fait au pouvoir public. Voilà, on va s'en tenir là. Je crois que j'ai déjà passé mon temps, bien entendu. Non, pas trop. Un peu quand même. Bon, mais maintenant, les questions. Je demande à chaque organisation d'avoir une personne qui... On n'a plus le temps de questions? Oh ben si, on en prend. Allez, on en prend 5 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Je ne propose rien de spécifique. Je dis que dans certains pays, c'est le système déclaratif. Et je pense que si on veut faire un travail exhaustif, je suis moi-même élu local, si c'est les services des DRAC qui le font seuls, ils n'y arriveront jamais. Si ce sont les services régionaux, ils n'y arriveront jamais. Et donc il y a des citoyens, des collectivités, il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Il faut que des règles claires soient établies, parce que sinon c'est le bazar et ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment que ce soit à la fois participatif et normé. Monsieur ? Vous nous avez parlé du grand nombre de monuments protégés, classés en Angleterre, en Allemagne. Est-ce que les alentours de ces monuments font également l'objet d'une protection particulière? Il y a des protections des alentours, moins nettes, moins précises que chez nous. Voilà. On a plutôt une meilleure protection des abords chez nous que chez eux. Pour ce qui est du National Trust, je crois qu'il est propriétaire de 1,5% de la superficie anglaise du foncier. Donc évidemment, ça fait quand même pas mal de place. Et en plus de ça, ils ont obtenu du Parlement de pouvoir déclarer tout ça inaliénable. Donc c'est une protection quand même importante pour ce qui est de ce qui appartient à ce trust. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une organisation en France qui est le Conservatoire national du littoral, qui est un des outils, comme le Centre des monuments nationaux d'État, et qui a des propriétés considérables aussi. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails. L'objectif était de choisir un regard. Nous travaillons avec le littoral, avec le Conservatoire du littoral, et on prépare un vocabulaire sur le littoral et le patrimoine en réponse au paysage avec cette institution. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on arrête là, parce qu'il y en a d'autres qui vont attendre derrière. Merci d'être venus nombreux et de votre grande attention. Et on vous attend avec des sucreries, des boissons et tout ce qu'il faut dans tous nos stands. Voilà.